On va faire un point du coup sur les interviews. Du coup, il y aura 3 parties sur les interviews. Il y aura une partie sur la période scolaire, les études. Une partie, donc là c'est au travers des questions des élèves principalement, découverte et expérience du métier et enfin la carrière. Et après, si on a le temps, il y aura un échange libre, on verra par rapport au temps qu'on aura pour tout le monde. Alors, est-ce que vous arrivez à lire tout le monde là? Oui. Ouais. Capucine, es-tu là? Capucine. Et où Capucine? Lève la main, c'est la méthode debout, Capucine. Je te laisse poser la première question, Capucine. Avez-vous déjà un goût pour les arts et la scène durant votre scolarité? Et participez-vous à des activités artistiques? Oui, j'avais un goût, en fait, je me suis beaucoup ennuyée pendant mon enfance. Je vais me lever comme ça, je vous verrai mieux derrière. Je vivais à la campagne, donc dans un petit village. Il y a l'un de vous qui m'a dit qu'il... Voilà, toi. Dans un tout petit village qui s'appelle Le Saucem, alors vraiment complètement perdu, puisqu'en fait c'était une maison de campagne au départ, et puis après, pour des histoires familiales très complexes, on est venu s'installer dans cette maison de campagne. Donc je traversais 2 champs pour prendre un car pour venir au collège. J'étais même pas à Brou. Et en dehors de mes activités avec les animaux, le sport, etc., je m'ennuyais beaucoup. Et donc très vite, mes 2 passe-temps préférés, c'était la lecture et le théâtre. Pas les films, bizarrement, ça a commencé par le théâtre à la télé. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des émissions qui proposent des pièces de théâtre à la télé. Il y en a? Mais il y en a ou pas? Un petit peu. Un peu. Très peu. Mais en tout cas, à l'époque, il y en avait. Et donc, je regardais le théâtre et ça me fascinait complètement. Ce qui fait que, petit à petit, j'ai fait du théâtre amateur, j'aimais la musique, enfin tout. En fait, je me suis rendu compte assez vite que tout ce qui m'intéressait principalement, à part le français, pardon pour les autres professeurs, hein, mais c'était les arts. C'est ça qui m'attirait et c'est ça qui me passionnait en fait. Céleste. Faut-il avoir des bonnes notes pour devenir actrice? Alors, pas obligatoirement, j'en suis l'exemple, puisque à partir du collège, j'ai arrêté de travailler correctement, donc j'étais pas une super bonne élève. Après, c'est pas un dénominateur important dans le sens où, quand on passe, par exemple, les concours des écoles nationales, à l'époque, on ne demandait pas le bac. Aujourd'hui, on le demande. Par exemple, j'ai un de mes fils qui a passé le conservatoire l'année dernière. Il n'avait pas son bac, puisque lui, il a arrêté l'école à 16 ans, carrément. Il a demandé une dérogation. Donc, il est demandé le bac, mais ça n'est pas absolument incontournable. Maintenant, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est bon pour être un artiste en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des amis qui sont passés par Sciences Po avant de devenir acteur ou actrice. Donc, et ça ne les a pas empêchés. Donc en tout cas, ce qui est bien c'est de s'intéresser à tout. Si en plus on est bon élève, ça donne des bases solides pour en tout cas l'apprentissage, la curiosité, l'intérêt. De toute façon, être bon élève, ça permet d'ouvrir encore plus un spectre important. Mais ça n'est pas obligatoire pour devenir artiste. Non. Merci. Carrie. C'est toujours le même coin. Vas-y. Quelles étaient vos matières préférées à l'école? Alors le français, et c'est tout. Alors, les langues, je regrette, je vous le dis, mais vraiment, ne faites pas comme moi, je vous en supplie. Au moins pour l'anglais. Parce que moi qui aime tellement communiquer, c'est un vrai souci pour moi aujourd'hui de ne pas pouvoir communiquer correctement avec des acteurs étrangers. Quand je vais faire, par exemple, ça n'était pas dans votre CV, mais par exemple, je suis allée faire des lectures avec des acteurs israéliens quand il n'y avait pas la guerre, des échanges avec des acteurs français israéliens. En Israël, tout le monde parle anglais. Et c'était un vrai crève-cœur d'être limité dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Donc vraiment, ça c'est important. Apprenez au moins une langue étrangère pour pouvoir communiquer. Et puis pareil, ça ouvre l'esprit, ça ouvre aussi l'oreille interne, vous apprendrez ça plus tard. Mais c'est hyper important. Et puis j'aimais le français parce que j'aimais la littérature. Et qu'à travers le français, j'approchais des auteurs, donc des artistes. Donc ça m'a toujours passionnée. Les mathématiques, j'étais très réfractaire. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de grands musiciens qui sont très doués pour les mathématiques. Mais voilà, moi ça s'arrêtait au français principalement.
trouver une micro. Ah, Ça peut-être. serait peut-être plus simple, juste pour la voir. Voilà. Ah, c'est peut-être ouvert. Il est ouvert? Vous m'entendez mieux là? Ah, Ça va peut-être mieux comme ça. ok, bah pour eux surtout. Alors dites-moi, Guerre. c'est que des filles. Ah non, pas du tout. Vas-y, Guerre. Comment était votre scolarité au collège? Bah tu vois, j'ai déjà répondu en fait. Elle était très bonne jusqu'en 6e. Pour des raisons, je pense, de difficultés familiales et aussi parce que j'adorais en fait le rapport privilégié avec un professeur. J'ai toujours aimé ça. Et en fait, arrivé en 6e, on a plein de professeurs. On n'a pas le temps vraiment de tisser un lien parce que ça va vite, quoi. 1 heure, ça va très vite. Et donc, peut-être que c'est aussi une des raisons, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'à partir de la 6e, j'ai commencé à me focaliser uniquement sur le français et sur les matières artistiques. Et le reste, je m'en suis désintéressée, malheureusement. Je ne suis pas un exemple, hein. Jusque-là, après, oui. Le but, c'est le partage. Alors, la première question là, du deuxième volet, on a déjà répondu. Est-ce que quelqu'un voudrait lire la deuxième question? Ouais, Tom. Non. Vas-y, Tom. Deuxième. La deuxième question. Quelle était votre raison et votre La réaction. La réaction. Quelle a été la réaction? La réaction quand vous avez décidé de poursuivre la carrière dans le théâtre. Mes parents, tu veux dire? Ouais, de votre entourage. Ah, de mon entourage. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient plutôt confiants. Ils n'étaient pas ultra angoissés. Bon, de toute façon, d'une certaine façon, ils s'étaient fait un peu à l'idée que j'allais pas faire une carrière, des études assez poussées. Donc, ils n'avaient pas ce regret-là. Et puis, je pense qu'il y avait une part d'inconscience aussi, ils ne savaient pas trop. Mais on n'a pas trop mis de bâton dans les roues. De toute façon, si on en avait mis, ça n'aurait rien changé. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y avait un tel désir, une telle évidence pour moi, que on n'aurait pas pu m'arrêter. Si tu veux, à travers ce que j'imaginais de ce métier, à travers les textes, à travers l'interprétation, quand je voyais une pièce de théâtre, quand j'avais la chance qu'on m'amène au théâtre, quand je voyais un film, il y avait quelque chose qui me donnait l'impression que ce qu'on me racontait de ces histoires humaines, de femmes, d'hommes, d'enfants, était plus intense et plus intéressante que ce que je vivais au quotidien. Il y avait quelque chose, je pense que c'est ça qui m'a donné envie véritablement d'y aller. Il y avait un secret qui me fascinait en fait. C'est pour ça que je dis que l'ennui a été aussi fondateur, dans le sens où quand tu t'ennuies, en m'ennuyant, j'ai rêvé un peu. J'ai rêvé, je me suis permis de rêver à des choses, à vivre des choses plus intenses, à rencontrer des gens passionnants, à échanger avec des artistes, à comprendre comment on travaillait, à comprendre comment faisait naître une émotion, toutes ces choses-là qui m'intéressaient beaucoup plus finalement que le quotidien. Julie, ouais. Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'étais dans une compagnie amateur à Chartres quand je suis arrivée en seconde. Voilà, j'ai vu un spectacle, mes parents m'avaient abonné au théâtre de Chartres et j'ai vu un spectacle qui s'appelait La danse du diable. C'était Philippe Cobert. À l'époque, vous n'avez jamais vu un spectacle de Philippe Cobert? Bon, je ne suis pas sûre que vous en verrez parce qu'il est âgé et puis en plus il a quelques petits problèmes juridiques. Mais c'est un immense artiste et c'était le premier spectacle qu'il faisait au sortir de la compagnie d'Ariane Mouchkine. Vous connaissez Ariane Mouchkine ou pas? Ça, il faudrait quand même qu'on vous emmène voir un spectacle d'Ariane Mouchkine à Paris quand même à la fin. Seb, c'est pour toi. Seb, ça va être pour toi. Ah non, mais vraiment. Là, il y a une nouvelle création. Sur le site, on peut commencer à réserver les places. Non, allez-y, parce que ça, s'il y a un spectacle qui peut créer un choc, il y en a d'autres, mais c'est une immense metteuse en scène, elle est très âgée, il n'y aura plus beaucoup de spectacles avec elle. Et alors elle, ces spectacles, elle raconte des grands mouvements de vie, c'est épique, c'est extraordinaire.
Il faut vraiment aller la voir. Et donc, il y avait ce spectacle. Et moi, je me souviens très bien que quand le spectacle s'est terminé, je ne voulais pas me lever de mon siège. Je ne voulais pas repartir. Ça ne m'intéressait pas. J'étais en seconde au lycée, je m'ennuyais beaucoup. Je ne voulais pas, en fait, retourner dehors. Ce qui se passait dans ce théâtre était tellement plus intéressant. Ce que je veux vous dire aussi, j'en profite, c'est que parfois, ça n'était pas mon cas, hein, mais parfois, on est dans une famille, on aime, hein, on aime ses parents, et parfois même ça se passe très bien, on est très aimés, etc. Mais on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce qu'on ressent. On a l'impression que leur intérêt, l'intérêt qu'ils ont dans leur vie, ce qu'ils défendent, ce qu'ils partagent avec nous, n'est pas ce qui nous intéresse. Et on se dit qu'on n'est pas normal, parce qu'en fait, on a des rêves, ou on a des envies qui sont tellement particulières, qui ne ressemblent tellement pas à la majorité des gens, on se dit que c'est nous qui allons pas bien. Ben moi, si j'ai un conseil à vous donner, quel que soit votre rêve, qu'il soit artistique ou autre d'ailleurs, hein, quel qu'il soit, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Ça, c'est très important, c'est précieux, parce qu'il n'y a que vous. Votre vie, elle est à vous. Personne ne va la vivre pour vous, votre vie. Il n'y a que vous qui la vivrez. Donc, c'est votre choix, c'est votre envie qui compte. Et après, les moyens, si vous avez la chance d'être entouré de gens qui ont confiance en vous et qui sont bienveillants, ils vous aideront. Et puis, si vous n'avez personne pour vous aider, vous trouverez les moyens de vous aider. Et du coup, après, est-ce qu'il y a eu une école après derrière? Alors après, donc, oui, alors après, je suis venue à Paris, j'ai pris des cours de théâtre. Alors je vous dis tout de suite, mes parents avaient très peu d'argent, donc le deal c'était, ils me payaient ma chambre de bonne, mon train aller-retour, et le reste, il fallait que je travaille. Donc en même temps que mes cours de théâtre, et même quand j'étais à la rue Blanche, j'ai continué de travailler, parce que pour aller au cinéma, m'acheter des fringues et manger, j'avais pas le choix. Donc j'ai trouvé des petits boulots, à l'époque c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, mais je me suis débrouillée comme ça. Puis ensuite, je suis rentrée à l'école nationale, donc l'ENSAT, qui était une école nationale qui existe toujours, mais qui était à Paris à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler assez vite, puisque dans les écoles nationales, en fait, on a très vite des professionnels qui viennent voir le travail des élèves en fin de cycle. Et j'ai commencé à faire du théâtre très jeune. Merci. Quatrième question, est-ce que quelqu'un veut la lire? Aaron? Quelles sont les influences profs, livres, pièces qui vous ont le plus marqué durant votre formation, si vous en avez eu? Alors, en fait, donc, vraiment, le déclic, c'est ce spectacle de Pascal Caubert, La danse du diable, que vous pouvez avoir en vidéo, hein, j'en suis sûre, au moins celui-là, parce qu'après, il l'a fait, c'est une épopée aussi, tous les spectacles qu'il a fait. Et d'ailleurs, il raconte son expérience au théâtre d'Ariane Mnouchkine, quand il est arrivé, il était d'Orange. Et donc voilà. Le livre, est-ce qu'il y a un livre vraiment, quand j'étais si jeune, qui m'a marqué à ce point-là? Je ne sais pas. J'avais la chance d'avoir un ciné-club, ici. Je ne sais pas si ça existe. Et je me souviens d'un film extrêmement dur qui s'appelle Aguirre ou la colère des dieux avec Klaus Barbie, je crois. C'était un film très dur, mais qui m'a beaucoup marqué. L'affiche rouge aussi, c'était un spectacle sur un film, pardon, sur des résistants, des résistants étrangers, donc qui n'avaient pas la nationalité française, qui se sont engagés et qui ont été exécutés. D'ailleurs, il y a eu un de ces résistants qui avait été exécuté, qui est rentré au Panthéon. Vous savez qui c'est ou pas? L'année dernière, il y a eu une cérémonie extraordinaire. Oui? Non, Jean Moulin, il y est depuis longtemps. Ouais. Non, c'est un étranger, un Arménien. Ça vous dit rien? Et Arthur Teboul, vous le connaissez? Il a repris une chanson, un texte de Léo Ferré. Non, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. Mais vous regarderez, parce que c'est important aussi l'histoire, c'est important d'où on vient. Oui, c'est ça, monsieur Manoukian. Voilà. Bon, bref, j'ai perdu du coup la Non, c'était le théâtre, c'était ça. C'était ça. Aux influences aussi derrière au niveau des livres. Ouais.
Toutes les pièces de théâtre, j'ai lu énormément de pièces de théâtre. Moi j'arrivais, je me souviens, vous avez quel âge à peu près? Moi j'avais 15 ans, je suis partie en vacances avec mes parents, je me suis emmerdée à sens de l'heure, à 15 ans, et j'ai passé mes journées, donc au lieu d'aller faire du ski, j'avais la Pléiade de Shakespeare, et donc je lisais toutes les pièces de Shakespeare. Bon, j'étais pas marrante à ce moment-là, à 15 ans, mais eux non plus. C'est plus après, c'est plus après. Voilà. Et Nola. Quel a été votre premier rôle? Comment l'avez-vous décroché? Qu'avez-vous ressenti en montant sur scène ou devant la caméra pour la première fois? Alors, non, c'était pas... Je m'assois parce que je suis un peu fatiguée. C'était pas un film, c'était comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par le théâtre. Je me suis mise à tourner finalement assez tard. Comment j'ai décroché ce premier rôle? Alors là, c'est marrant parce que je me souviens d'autres auditions, mais j'ai dû passer une audition, j'ai fait un spectacle, ce qu'on appelait les scolaires en fait. Je jouais l'après-midi dans un très beau théâtre parisien. C'était les Fourberies de Scapin, ça c'est le premier spectacle que j'ai joué. Mais je ne me souviens pas du tout comment j'ai décroché le rôle. Alors là, ça m'a pas marqué. Pas plus que ça. Non. Inès? On t'entend pas. On t'entend pas. Est-ce que tu veux le micro, Inès, ou Pierre, sinon? Est-ce que le métier Correspondait à l'idée que vous en aviez avant de le découvrir. Et quelles étaient les différences majeures? En fait, on ne peut pas avoir une idée de ce métier tant qu'on ne le pratique pas. Donc, non, je ne savais pas. J'ai eu le temps dans l'école nationale d'apprendre mon métier, d'expérimenter des choses. Mais même l'école, ce n'est pas la réalité. Et le principe de réalité n'intervient véritablement que quand on commence à travailler. Et ça, quels que soient les métiers que vous allez faire. Vous avez la formation, bon, ça c'est une chose, mais après, la réalité est une autre. J'ai pas eu de choc violent. Il n'y a pas eu de choc entre ce que j'avais imaginé ou ce qu'on m'avait raconté et ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas eu de regret sur les choix par rapport à... Ah, j'ai jamais eu le regret de m'être engagée. Ah non, jamais. Non. Même dans les périodes difficiles où je n'ai pas travaillé, parce qu'il y en a eu, évidemment. Une personne pour faire la troisième question? On va essayer d'aller par là. Alors, le métier d'actrice est souvent décrit comme exigeant. Comment avez-vous appris à gérer la pression des castings et des premières performances? Alors, il faut quand même que je vous dise que j'étais quelqu'un d'extrêmement émotif et de très peureux. Ce qui n'est pas antinomique avec le courage. J'étais à la fois très courageuse, mais en même temps très peureuse et très émotive. C'est-à-dire que je m'évanouissais très facilement depuis l'enfance. Dès que j'avais une émotion très forte, j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions. Qu'elles soient extrêmement joyeuses, enfin très positives ou négatives. Donc ça a été un long combat. J'ai mis très longtemps avant de gérer mes émotions, ce qui pour une actrice est compliqué. En même temps, ça a été une force. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup embêté les premières années de ma vie, disons de 15 ans à 25 ans. Ça a duré 10 ans où franchement, c'était très laborieux et très difficile. Et je pense que si je n'avais pas fait un travail de thérapie, je pense que je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Donc voilà. Mais paradoxalement, cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité, je me suis rendu compte après que c'était une force dans mon métier. C'est-à-dire que c'est comme des antennes en fait qui permettent de capter des choses très vite et de façon sensible très très vite. Et aussi de les retranscrire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... en fait, les gens m'intéressent, les trajectoires des gens m'intéressent. J'ai pas d'a priori, j'ai pas d'idée préconçue ni sur les gens ni sur les expériences que je peux vivre. Je suis ouverte, j'ai envie de rencontrer des gens, de comprendre comment ça fonctionne, les gens, le monde, moi. Je suis curieuse de tout en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas complètement. Qu'est-ce qui te manque? Mais comment en fait vous êtes... Donc j'ai appris petit à petit à gérer mes émotions.
et la pression. Après la pression, moi je suis quelqu'un de très... je suis quelqu'un de très ancré dans la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui représente le côté un peu, paillette de ce métier me fait rire, mais ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas besoin, il ne me manque pas. Quand je l'ai, quand je ne l'ai pas, je m'en moque. Enfin, donc si tu veux, cette pression dont tu parles, pour moi, c'est mon travail, mais c'est ma vie, c'est ma manière, c'est devenu une manière de vivre. Donc, la pression, elle est sur l'exigence que tu disais. C'est moi qui me la mets, en fait. Personne ne peut me la mettre en dehors de moi. C'est comme mes prestations. Si je suis contente de ce que j'ai fait, ou pas contente de ce que j'ai fait, quel que soit ce qu'on va me dire, ça ne changera rien. Mon maître étalon, c'est moi. C'est pas je ne suis pas dépendante du regard des autres, bizarrement. Hein. Alors que je suis actrice, mais j'ai besoin, évidemment, que le public s'intéresse à mon travail, sinon je ne peux pas travailler. Ça, évidemment, c'est une base. Mais je ne suis pas dépendante de ce qu'ils vont forcément penser de moi. Je donne le meilleur de moi-même, et après... Oui, parce que les métiers artistiques, en fait, on se sert de... C'est comme un apprentissage de la vie, en plus de notre vie. C'est-à-dire que plus j'avance dans la vie, plus je vieillis, plus je nourris mon travail. Et donc, j'observe à la fois comment je travaille, les échecs que j'ai, les réussites que j'ai, mais je parle réussite en termes de qualité de travail, pas, tu vois, pas de reconnaissance. Et en même temps, je regarde ma vie et je vois cette expérience de vie. Tu comprends ou c'est un peu compliqué? Tu comprends? Et c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, je rebondis un peu là-dessus. Lors par exemple, d'un tournage de film ou d'un casting, si vous êtes payé le rôle, est-ce que vous avez un regard critique du coup sur l'actrice qui a pris le rôle ou pas du tout par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un regard critique sur le... Ah non, pas du tout. Pourquoi c'est elle et pas moi? Ou est-ce que j'aurais mieux fait si c'était moi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça aussi? Alors déjà, jeune, j'étais pas du tout comme ça et je le serai jamais. Ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de soi à soi. Ça n'a aucun intérêt de se mettre en compétition avec les autres. Enfin, je veux dire, en plus, c'est comme un... Comment dire je n'ai pas plus si quelqu'un a quelque chose, je n'ai pas moins non plus. Ça ne change rien, en fait. C'était important. Moi, là, j'ai raté un rôle qui était important, et je l'ai raté parce que j'étais trop volontaire et que, d'une certaine façon, je l'ai raté parce que je devais le rater. Enfin, pas que je devais le rater, je l'ai raté parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je ne sais pas qui aura le rôle et je le verrai bien parce que je verrai le film. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est foutu, peu importe. C'est ça. Malo. D'accord. Dans vos rôles, il y a des personnages comiques et d'autres plus sérieux. Avez-vous une préférence? Qu'est-ce qui vous habille dans chaque genre? Qu'est-ce qui m'habille, t'es sûr? Qui vous prépare? Ah, d'accord. Alors j'aime les deux, mais comme la plupart des acteurs, j'aime les deux, parce qu'en fait dans le rire, en vrai, je sais pas si tu vois quand quelqu'un tombe, oui. la première réaction qu'on a, c'est quoi? Exactement. J'aime bien ton honnêteté, parce qu'il y a des gens qui disent le ramasser. Non, pas du tout, c'est pas vrai, on rigole. Et on rigole tous. Et pourquoi on rigole? On rigole parce que tout d'un coup, la personne vient de perdre ses moyens. Parce qu'on est tous pareils dans la vie, on essaye tous de présenter le mieux possible. Tu vois ce que je veux dire? Surtout à vos âges, on essaie tous d'être parfaits, nickel. Évidemment, ce qu'on imagine qu'on attend de nous, bien peigné, bien habillé, rigolo, machin, machin. Sauf qu'en vérité, intérieurement, c'est pas ça du tout. Intérieurement, on a peur, on a des doutes, on rate, etc. Mais on ne veut surtout pas que les autres le voient. Et quand on tombe, en fait, tout le monde voit qu'on a raté. Et pourquoi on rit? Parce qu'on est soulagé. Et pourquoi on est soulagé? Parce qu'on est tous intérieurement en train de rater des trucs, sauf qu'on ne veut pas le voir. Et du coup, on voit l'autre qui... Et tout d'un coup, on rit parce que ça nous fait un bien fou de voir l'autre se casser la gueule. C'est exactement ça. C'est pas autre chose et c'est humain. Et en fait, c'est pour ça que j'aime faire rire. J'aime faire rire
parce que ça soulage tout le monde de ses misères. Parce qu'on fait rire avec nos failles, on fait rire avec notre bêtise, on fait rire avec nos manques, on fait rire avec nos ratés. C'est comme ça qu'on fait rire. Tu comprends? Et c'est un pouvoir énorme. Et d'ailleurs là, dans l'assistance, je suis sûre qu'il y en a qui sont drôles, et ils ont développé probablement leur humour, soit parce qu'ils sont mauvais à l'école, soit parce qu'ils sont, pensent-ils, moins beaux que les autres, soit... C'est pour ça qu'on développe le rire. Pour être aimé autrement. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord? Donc j'adore le rire pour ça. Et c'est salutaire. Et franchement, c'est d'utilité publique. Donc ceux qui font rire, franchement, bravo. C'est pas facile de faire rire. Et c'est très généreux de faire rire les autres. Parce que ça soulage tout le monde. Ensuite, comme je suis humaine, je ne suis pas une machine ni un clown, enfin pas que un clown, j'aime bien toucher à tout. Et donc j'ai joué sur des rôles dramatiques, j'ai même joué des rôles très durs, avec des parcours de femmes violentes même, très dures. Maison Close, je pense que vous ne l'avez pas vu, vous êtes très jeune, mais c'est vraiment... voilà, c'est un personnage très dur, très violent, très noir. Donc j'aime les deux. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'histoire, de l'écriture, et puis le talent du metteur en scène et des partenaires, bien sûr. J'aime les deux. Capucine. J'ai pas entendu le début. Ah. Alors non, c'est pas tous les jours, heureusement, parce que voilà. Mais alors ça dépend. D'abord, ça dépend du type de tournage. Est-ce que c'est une série ou est-ce que c'est un film? Un film, en général, ça dure entre 1 mois et demi et 2 mois de tournage, tous les jours de la semaine. Après, ça dépend si tu as le rôle principal, tu es là quasiment tous les jours. Si tu as un petit rôle, tu peux faire 3 jours. Et une série, ça peut aller de... Scène de ménage, c'est autre chose, c'est un autre type de truc. Mais tu peux faire un tournage sur 2-3 mois, comme 6 mois. Maison Close, par exemple, une saison, c'est 4 mois à Lisbonne. 4 mois d'affilée. Les programmes courts, scène de ménage, on signe en fait un nombre de jours par an, par saison. Donc, nous, par exemple, on tourne très peu avec Fred, on fait 30 jours par an. Dans une journée, on fait une dizaine de sketchs. 10, 12, ça dépend. Voilà, donc tu multiplies. Et après, il y a des rediffusions. Voilà. Mais le théâtre, par exemple, c'est 1 mois et demi à 2 mois de répétition. Et ensuite, on joue du mardi au dimanche, ou du mardi au samedi. Et c'est tous les jours, et c'est très intense. Moi, par exemple, je suis incapable de tourner, de jouer. C'est impossible. Je ne peux pas faire les deux. C'est trop dur. Roman. Ah ben, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Alors, oui, je comprends que ce soit compliqué pour vous à imaginer. C'est-à-dire que... Alors, souvent, il y a quand même minimum une lecture de scénario avant de commencer à tourner. Donc, on rencontre l'équipe. Mais bon, on rencontre toute l'équipe en même temps, une soirée... Et puis après, on se retrouve sur le plateau et on est à jouer des choses parfois extrêmement intimes, avec un acteur qui joue notre père, par exemple, ou notre mère, ou notre amoureux, ou notre fils. Et on ne se connaît quasiment pas, quoi. Et il faut jouer des choses très intimes. Donc moi, quand je joue avec des jeunes acteurs ou actrices, et qui jouent mes enfants, je demande toujours à passer un moment avec l'un ou l'autre, pour déjà que le jeune acteur ou la jeune actrice n'ait pas la timidité. Déjà dépasser ça, créer un lien minimum pour pouvoir oser jouer. Après, c'est marrant parce que parfois on rencontre des gens au dernier moment et on joue des choses très intimes qui sont assez impudiques et qu'on ne pourrait pas faire si finalement on connaissait mieux la personne. Très particulier. Faut imaginer, je sais que c'est difficile pour vous, mais à partir du moment où on endosse un personnage, ça n'est plus moi.
ça n'est plus moi. Je suis capable de faire des choses à travers un personnage que je n'oserais jamais faire dans la vie. Apolline. Apolline. Elle n'est pas là, Apolline? Elle est pas là. Ah. Ouais, c'est parti. Est-ce que quelqu'un veut prendre les deux questions d'Apolline? Comment apprendre les répliques d'une scène, par exemple? Ah, mais ça, c'est rien du tout. En fait, la mémoire, c'est un muscle. Donc, moi, la mémoire, elle est très éveillée, en fait. Donc, j'apprends, je lis 2-3 fois. La 3e fois à voix haute et je sais mon texte. J'apprends extrêmement vite. Mais ça, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment... Est-ce que c'est mot à mot? Il y a une part, à un moment donné, on a le droit de le faire un peu comme on le sent, du moment où il y a la femme qui est là. Et... Alors, c'est pas la même chose quand on joue, par exemple, un texte classique ou quand on joue un scénario. Dans toute l'écriture contemporaine, on peut se permettre, en tout cas dans les films, de changer, d'avoir des expressions plus simples. Voilà, après, il arrive que les scénarios soient tellement bien écrits qu'on a besoin de rien changer, et puis parfois on simplifie. Moi, j'ai tendance à couper beaucoup, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui se jouent sans parler. Mais les pièces de théâtre, en général, c'est au mot près. Oui, ouais. Où se passe le tournage de scène de ménage? Alors, dans des studios, on a changé 3 fois de studio déjà, mais en gros, c'est dans la banlieue nord de Paris. Donc, c'est des studios, ils installent les décors des différents couples. Et si tu veux, imagine un studio qui est à peu près 3 fois la taille de cette salle. Dans chaque coin, il y a des décors différents qui correspondent aux personnages. En haut, il y a ce qu'on appelle une grille où sont accrochés des projecteurs. Et en fonction des couples, on allume les décors et puis on travaille là. Après, ce qu'on fait aussi, c'est que on fait aussi des extérieurs, 1 ou 2 fois par an, on fait une histoire qui se continue, si tu veux, et là on a un extérieur. Là, il y a 1 mois, on a tourné, je crois que c'est là que j'ai interviewé mal, on a tourné dans un château à 50 km de Paris. Gaël. Est-ce que vous forcez votre voix quand vous faites des personnages? Forcer, c'est-à-dire Par exemple, la voix plus aiguë ou plus grave. Ah, changer. Oui, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Je le fais beaucoup. Au théâtre, j'ai joué pas mal de rôles de composition et j'ai toujours aimé ça. Les scènes de ménage, en fait, on avait travaillé avec un acteur, metteur en scène que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Alexus. Vous voyez qui c'est, Alex? Non, vous voyez pas? Alors, vous l'avez forcément vu déjà. C'est un super artiste et on a travaillé avec lui sur la création de nos personnages. Et assez vite, la voix pour Liliane est venue comme ça, comme les petits talons qui claquaient. Enfin, ça s'appelle de la composition, c'est-à-dire qu'on invente un personnage qui est différent de nous. Tous les acteurs font pas ça. Hein. Il y a des acteurs, par exemple, il y a des acteurs qui ont des personnalités très fortes, et qui vont jouer toujours le même type de rôle, avec la même voix, la même façon de marcher, etc. Et c'est des super acteurs. Il y a des acteurs, souvent qui viennent du théâtre, c'est mon cas, qui aiment bien les compositions. Moi, j'en fais partie. Nolan. Avec qui? Avec les autres acteurs. Ah ben ça dépend. En général, je suis plutôt facile, mais je suis assez exigeante aussi. Et surtout, j'aime pas qu'on m'embête. Du tout. Et en vieillissant, de moins en moins. Donc, il m'est arrivé, notamment il y a 4 ans, d'avoir vraiment un acteur avec qui je me suis très mal entendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne me suis pas laissée faire. On a fini par ne se dire plus ni bonjour ni au revoir. C'était vraiment quelqu'un d'odieux. Et ça m'est arrivé, bien sûr, mais je ne me laisse pas faire. Mais en général, je m'entends très bien avec mes partenaires. J'aime beaucoup les acteurs, d'ailleurs. J'aime beaucoup les acteurs, le terme générique. J'aime beaucoup la personnalité des acteurs et des actrices, en général.
Shaina. Est-ce dur d'être acteur? Est-ce dur? Ah, mais ça, il faut que tu précises ta question. Je sais pas. C'était ta question, Shaina. C'est difficile pour vous de devenir actrice? De décrocher de votre actrice, c'est dur. Ça a été dur dans la scolarité, tout ça. D'être Est-ce que ça a été dur la scolarité pour devenir actrice, les études? Ah, les études, d'accord. Mais les études, les études, tu veux dire quand je suis rentrée à l'École nationale? Non, pas du tout. Non, pas du tout, et ça n'a pas été dur. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs pour qui ça a été beaucoup plus dur que pour moi. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des métiers où tu peux être très bon dans ton métier et avoir des difficultés existentielles, je ne sais pas si tu... existentielles dans ta vie. C'est-à-dire vraiment des trucs à régler importants dans ta vie, mais dans le boulot, tu es parfait. Acteur, ça n'est pas possible. Acteur, il y a une phrase de Jouvet que j'adore, qui dit « Tant vaut l'homme, tant vaut le comédien ». Un comédien ou un artiste, il va faire avec sa matière première, c'est lui. Il n'y a même pas un instrument comme un musicien. Il n'y a même pas des pages blanches et une écriture. Un acteur, son instrument, c'est lui. C'est son corps, c'est sa voix, c'est son regard, c'est ses émotions. Tu comprends? Donc, en gros, si tu veux, les difficultés que j'ai eues en tant que comédienne étaient des difficultés que j'avais dans ma vie, et inversement. Donc, ce qui est fascinant, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que en travaillant mon métier, mon matériel, mon matériau, je travaillais aussi à améliorer mes sensations dans ma vie, ma compréhension de ma vie, mes choix, etc. C'est la même chose en fait. Aziz, sachant que je pense qu'on a un peu la réponse. Est-ce que vous êtes intimidé de passer à la télé? Ben non. Ah ben non, pas du tout. Non, pour moi c'est naturel en fait. Enfin, j'y pense pas. Je pense que la télé n'est plus là, la caméra n'est plus là. J'y pense pas du tout, je pense pas du tout que je suis filmée, moi. Moi, je suis en train de faire l'idiote, c'est tout. Quand je parle de scène de ménage, par exemple. Et c'est pas péjoratif. C'est un terrain de jeu dans lequel je suis dans une liberté totale. En plus, c'est un plan séquence. Donc, si tu veux, de action à couper, à l'intérieur, je fais ce que je veux. Ce que je veux. T'imagines ça, quand tu es adulte? Personne te donne cette autorisation-là. Donc je ne pense absolument pas à la caméra, je suis uniquement dans le plaisir de faire l'idiote. Est-ce que quand vous étiez petite, vous avez déjà eu l'idée d'être actrice grâce à un acteur? Quand j'ai vu le spectacle de Pascal Cobert, de Philippe Cobert, Pascal c'est son frère, je me suis dit, en le voyant faire, je veux faire ça. Parce que justement, ce qu'il faisait sur scène, c'était tellement libre que ça, j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc oui. Et là, on ne va pas prendre beaucoup plus de temps parce que là, ça vient de sonner. J'aimerais juste, toutes les questions, elles sont vraiment très très bonnes là-dessus. Juste que quelqu'un puisse poser la dernière question, la 7e. Vas-y. Vas-y. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent devenir acteurs et débutent leur parcours scolaire et artistique? Un petit peu ce que j'ai dit au début de la réunion, c'est-à-dire s'il y en a parmi vous qui voulaient être acteurs, déjà vous êtes très jeunes. Donc, il faut commencer à expérimenter des choses à travers des ateliers de théâtre. Je sais que vous avez un professeur qui vous fait faire du théâtre, donc commencez par là déjà, voir si vous aimez ça. Et puis après, quand vous allez rentrer au lycée à Chartres, il y a des clubs théâtre, il y a des compagnies amateurs, il y a... Allez au théâtre aussi, allez voir des spectacles. Parce que le théâtre, ça peut être vraiment chiant quand c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est intense, c'est merveilleux. Et puis voilà, et petit à petit. Après, si vous voulez vraiment faire ce métier, il faudra que vous veniez à Paris.
ou dans une grande ville, en tout cas pour vos études secondaires, il faudra que vous fassiez une école nationale. Voilà. Et vivez vos rêves aussi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment, n'ayez pas peur. Parce qu'en réalité, tout est possible. C'est vraiment possible. Et n'écoutez que vous. Si vous avez envie, il faut le tenter. Quoi qu'il arrive. Je rebondis là-dessus, c'est suivre vos envies et puis ce que vous disiez tout à l'heure, donner son maximum. Quand on suit ce qu'on veut, on se donne pleinement. On se donne à fond pour obtenir ce qu'on souhaite. C'est vraiment, et là c'est pour le parcours pour le facteur, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Et ça, c'était vraiment le point commun, vous avez vu, sur les différentes vidéos qu'on a pu faire, qu'on a pu faire au niveau des interviews, c'était ça surtout. Chacun, pourtant, s'était jamais concerté, mais toujours, c'était réaliser vos rêves, aller au bout lorsque vous avez un rêve, si vous voulez vraiment faire ce métier. D'accord ? Merci beaucoup.